Les Rubis Noirs, l'émission des cadres et entrepreneurs afro-descendantes. Un mercredi sur deux à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Vous écoutez Les Rubis Noirs sur Radio Campus Paris, l'émission des cadres, des intellectuels et des entrepreneurs noirs afro-descendants. Je suis Estelle Keita, votre host. Retrouvez l'émission de mercredi par mois à 18h sur le 93.9 FM, en DAB et sur le web. Notre Rubis Noir du jour est le premier homme de la saison. Il est historien, écrivain et militant panafricain tiers-mondiste. Il consacre son travail à valoriser les luttes et les pensées de l'Afrique et de la diaspora noire afro-descendante. Il est avec nous aujourd'hui, Monsieur Hamzat Boukari Yabara. Bonjour, merci Hamzat, pour l'invitation. Merci d'avoir fait l'honneur de te joindre à moi. Comme je l'ai dit, tu es écrivain, militant, historien, panafricain, tiers-mondiste. Par laquelle de ces voies as-tu commencé et comment les autres se sont enchaînés par la suite? Alors, je ne sais pas si c'est de la modestie ou pas, mais on va dire par écrivain, puisque j'avais tenté d'écrire un premier roman quand j'avais 12-13 ans, puis aussi des poèmes à l'époque. Mais bon, c'est un peu ambitieux de dire que j'ai commencé par écrivain. Donc on va dire historien. Voilà, j'ai fait des études, enfin un doctorat en histoire qui a conclu d'autres études que j'ai fait auparavant dans d'autres domaines. Donc voilà, donc écrivain, écrivain. Et ensuite, militant au milieu, on va dire. Donc, historien, militant, écrivain. Est-ce que pour toi, c'est une vocation d'être historien? Parce que je sais que j'avais interviewé une pasteur lors de la saison 2. Elle m'avait dit que ça relevait d'une vocation pour elle. Ou est-ce que pour toi, c'est juste exercer un métier, comme on pourrait exercer dentiste, architecte? Non, c'est une vocation parce que mon père avait des archives familiales. Il m'a toujours demandé un jour d'écrire l'histoire de la famille. Donc moi, je suis originaire du Bénin. Lui, il vient d'un village qui s'appelle Aledjo, enfin d'une commune qui s'appelle Aledjo dans le nord du Bénin. Et donc, on a des archives familiales, des archives privées, dont il m'a toujours parlé quand j'étais plus jeune en me disant qu'un jour, il me les donnerait, que j'écrirais l'histoire du village, de la communauté, de la collectivité, comme on dit chez nous. Et c'est ça, je pense, qui m'a amené à m'intéresser assez tôt à l'histoire, en fait. Je me suis intéressée à tes influences. J'ai vu que tu avais été influencée par des auteurs comme Webb Dubois, Claudia Jones ou Aimé Césaire. Comment ils ont nourri ta démarche intellectuelle et militante? Alors, Aimé Césaire, c'est le premier, le plus important, poète martiniquais. Donc, il m'a beaucoup sensibilisé sur la puissance des mots, la puissance du verbe. Et en même temps une forme d'intégrité, de radicalité, de révolte. Voilà, donc j'ai lu le discours sur le colonialisme quand j'avais 13-14 ans. C'était donc en 1994-95, vers cette époque-là. Parce que ma sœur étudiait Césaire pour le bac, puis Césaire avait été enlevé du bac par le ministre François Bayrou à l'époque à l'Éducation nationale. Et donc j'ai découvert Césaire de cette manière-là, ça m'a beaucoup inspiré. Le cahier d'un retour au pays natal également, le style vraiment enflammé, révolté, très lyrique, à une époque aussi où le hip-hop, le rap apparaissait également dans la sphère publique. Donc Césaire m'a beaucoup influencé, et il m'a d'autant plus influencé que ma mère est martiniquaise, donc j'ai vraiment aussi un lien, on va dire, identitaire avec Aimé Césaire. W.E.B. Du Bois, c'est un intellectuel noir américain. C'est le premier noir docteur de l'université de Harvard et c'est l'une des figures du panafricanisme au cours du XXe siècle qui, lui, m'a peut-être plus influencé sur la dimension de l'historien, de l'intellectuel, du sociologue, parce qu'il est le père fondateur de la sociologie américaine et j'ai moi-même fait des études de sociologie pendant 2 ans à l'école des hautes études. Et aussi par sa capacité, je dirais, à avoir différentes facettes, à la fois écrivain, journaliste, militant, universitaire, historien, sociologue. Donc cette polyvalence qui m'a beaucoup intéressé, dans laquelle je me reconnais totalement. Voilà, donc c'est quelqu'un d'important pour moi. Et Claudia Jones, qui est une militante communiste noire, antillaise, caribéenne, qui a été notamment à l'origine de ce qui est aujourd'hui le festival de Notting Hill, le plus grand carnaval d'Europe caribéen, et qui est également l'une des figures de la tradition radicale noire, c'est-à-dire la manière dont des figures noires ont, je dirais, dépassé ce qu'on peut appeler les idéologies de gauche comme le marxisme, comme le communisme, en introduisant des problématiques
qui sont aujourd'hui un peu trop facilement résumées sous le terme d'intersectionnalité, donc les questions de race, de classe, de genre, et en l'inscrivant également dans un contexte des années 50-60 qui est celui de la décolonisation. Et voilà, donc ces trois figures parmi d'autres m'ont influencé. Celle qui m'a également beaucoup influencé, c'est Walter Rodney, sur qui j'ai fait ma thèse de doctorat. Voilà, et puis quelques autres figures également pour lesquelles j'ai beaucoup d'admiration, comme Amilcar Cabral par exemple, Assata Shakur qui nous a quittés récemment, Ella Baker, Fannie Lou Hamer, donc ça aussi c'est des militantes noires américaines qui ont organisé un certain nombre de mouvements, des mouvements de la base, ce qu'on appelle les grassroots organizations. Voilà, donc toutes ces figures m'ont inspiré dans mon parcours. Alors, tu t'inscris dans un courant panafricaniste, anti-impérialiste et tiers-mondiste. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que cela veut dire ? Alors, le panafricanisme, c'est le principe d'un mouvement de libération qui renvoie à des résistances et des luttes contre l'esclavage, la colonisation, l'impérialisme, le capitalisme, etc. Et qui en même temps propose une analyse comparée des mondes noirs. C'est-à-dire que la situation des Noirs n'est pas la même en Afrique, évidemment, et à l'intérieur des pays africains et entre les pays africains n'est pas forcément la même. Elle n'est pas la même pour les Noirs de France que pour les Noirs d'Angleterre ou du Brésil ou des États-Unis, etc. Et donc l'intérêt du panafricanisme, c'est d'avoir en fait une grille qui permet, je dirais, de comparer, d'analyser différentes situations dans ce monde noir, dans différents espaces, jusque dans l'Océanie, et d'en déterminer un ou deux dénominateurs communs à partir desquels on peut penser un projet d'unité. Alors il y a le panafricanisme, il y a l'anti-impérialisme. Donc l'anti-impérialisme, c'est tout simplement le fait que la logique impériale, c'est une logique de domination, d'hégémonie, d'oppression. Et cette logique-là a causé énormément de torts aux peuples africains, et qu'il est nécessaire de comprendre les mécanismes de cet impérialisme-là, de ces impérialismes-là, et d'y trouver des remèdes, des antidotes, des solutions. Donc ça peut passer par exemple par les travaux de Frantz Fanon sur l'importance de la désaliénation, de ne pas vouloir ressembler finalement à l'image, de ne pas répondre à l'image que nous colle l'oppresseur, et de ne pas non plus vouloir ressembler à l'oppresseur, et dès qu'on a un peu de pouvoir, on détourne ce pouvoir contre nos propres sœurs et frères. Donc c'est vraiment l'idée que cet impérialisme-là, il est vicieux, il se reconfigure, et dans certains cas, comme celui de la France avec la France-Afrique, il s'inscrit aussi dans des systèmes ou des logiciels qui continuent d'opérer aujourd'hui. Et sur le tiers-mondisme, alors c'est pas forcément un terme que j'utilise en premier lieu, mais ça correspond effectivement à l'idée qu'il y a, je dirais, un autre monde. Ça rejoint un peu les logiques d'altermondialisme, qu'il y a un autre monde qui est peuplé par ce qu'on a appelé des subalternes, c'est-à-dire des personnes dominées, mais des personnes qui résistent et qui affirment de cette manière-là leur humanité. Donc pour moi, dans l'idée de tiers-monde, qui est un terme connoté, il y a vraiment l'idée que les damnés de la terre, les déshérités, les exploités, les opprimés vont non pas prendre leur revanche, mais arracher leur liberté par leur organisation, leur action organisée, par leur capacité, je dirais aussi à créer de la beauté, à créer de l'art, à créer de la culture, et à repenser les fondamentaux de l'économie et de nos sociétés. Le tiers-mondisme, enfin le terme tiers-monde, c'est péjoratif ? Alors, tu dis le sud global, il faut dire le sud global. Oui, on dit généralement, aujourd'hui on dit le sud global, parce qu'il y a des termes qu'on voudrait plus trop utiliser. À une époque, on disait les pays en voie de développement ou les pays en développement, puis aujourd'hui on dit les pays, entre guillemets, émergents. Bon, voilà, il y a toute une sémantique qui est un peu particulière. Mais c'est vrai que personnellement, je m'inscris pas forcément dans la logique entre guillemets tiers-mondiste ou globaliste du Sud. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les circulations du Nord comme au Sud, plutôt, je dirais, que les logiques de pôle, de multipolarité, etc. quoi. Est-ce qu'il y a des figures majeures aujourd'hui panafricaines, hormis toi ? Voilà.
anti-impérialiste aussi. Moi, ma figure de référence, c'est un camarade qui s'appelle, de référence. L'une des figures, en tout cas, qui m'a formé ou qui m'a intéressé, ou en tout cas qui m'a inspiré de manière proche, c'est quelqu'un comme Aziz Fall, qui est notamment l'un des fondateurs du groupe de recherche et d'initiative pour la lutte contre l'apartheid. Donc, c'est des personnes qui ont lutté contre le régime d'apartheid et qui est aujourd'hui dans le groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique et qui est notamment l'un des meneurs de la campagne internationale Vérité et Justice pour Thomas Sankara. Donc, par exemple, c'est une personnalité de ce genre-là que je trouve très intéressante. Il y a eu aussi d'autres figures dans le passé, dans le présent, qui ont un engagement panafricain. Je ne vais pas forcément les citer comme ça, mais oui, il y a d'autres personnes qui font des choses intéressantes, en sachant qu'on peut avoir différentes lectures, différentes définitions de ce qu'est le panafricanisme, des priorités du panafricanisme. Et ça, c'est important de respecter, je pense, la diversité des opinions et des approches. Est-ce que selon toi, on est obligatoirement obligé d'être panafricain lorsque l'on est africain, et est-ce qu'on peut être panafricain sans être africain ? Alors, je ne pense pas qu'on puisse être vraiment panafricain sans être africain. En revanche, quand on n'est pas africain et qu'on a un intérêt pour le panafricanisme, on peut être pro-africain. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas africaines, mais qui défendent fondamentalement l'Afrique. Et ces personnes sont des personnes pro-Afrique, pro-africaines, qui mettent en avant la dimension de la solidarité internationale et qui vont prendre le nom d'internationalistes. Donc, quand on est internationaliste, la question de l'identité ne se pose même plus. On peut être, c'est une manière d'être panafricain que d'être internationaliste. Ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, est-ce que tout Africain doit être panafricain ou pas ? Moi, je suis pas tellement pour les obligations, les assignations identitaires. Il y a plein d'Africains qui ne se considèrent même pas comme Africains. Il y a des Noirs qui veulent pas qu'on leur dise qu'ils sont Noirs. Il y a des personnes qui sont complexées. Il y a des personnes qui surjouent la fierté de la race, de la couleur, de l'identité, etc. Je pense qu'on a tous des trajectoires différentes. Je pense qu'on a tous des traumas un peu particuliers par rapport à qui on est, par rapport à ce que le miroir renvoie de nous. Et je pense que le terme panafricain, il faut vraiment le voir dans le sens d'un terme qui doit apaiser les identités, qui doit les réunir, qui doit les fortifier, les renforcer. Et je constate malheureusement qu'aujourd'hui, beaucoup de gens l'utilisent plutôt pour diviser, pour mettre de l'huile sur le feu, pour indexer, pour pointer, pour calomnier, pour incendier. Oui. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez problématique, parce que derrière l'idée de panafricanisme, c'est le concept de l'Ubuntu, un terme swahili qui veut dire en gros, quand on le développe, je suis parce que tu es, parce que nous sommes. Et donc c'est vraiment l'idée d'une autre conception, d'une conception de l'humanité fondée justement sur des valeurs endogènes à l'Afrique, qu'on peut retrouver aussi dans d'autres sociétés. Voilà, souvent on met en avant l'hospitalité africaine, etc. Mais toutes les sociétés, tous les peuples ont leur forme d'hospitalité. La particularité dans le contexte africain ou dans le contexte des pays qui ont été colonisés, c'est que leur hospitalité a été bafouée, a été détournée par des colons qui en ont profité pour les soumettre, pour les dominer, pour les exploiter, pour les corrompre. Et donc l'importance pour moi d'être panafricain, c'est de développer une certaine éthique de l'avoir, éthique de l'être, éthique du pouvoir, que je ne retrouve pas forcément dans beaucoup de gens ou beaucoup de profils qui se déclarent panafricains. Donc pour moi, la question de l'éthique, elle est centrale. On ne peut pas être panafricain si on n'a pas une certaine éthique. Et l'enjeu n'est pas tant d'être panafricain que de se poser la question de comment on devient panafricain. Et on peut aussi poser la question de comment on devient noir, comment on devient africain, comment on devient panafricain, comment on devient un homme, comment on devient une femme, etc. Je pense que le processus qui nous amène à devenir ce que nous sommes ou à réaliser réellement notre identité est plus intéressant que de se dire sans avoir eu de réflexion « je suis ceci, je suis cela ». Je me rappelle en 2013, nous avions organisé un side event à Addis Abeba à l'Union africaine et nous voulions l'intituler « Becoming African » ou « Becoming Pan-African ». Et l'Union africaine a imposé qu'on dise being Pan-African, being African. C'est-à-dire être panafricain, être africain.
Alors que le plus intéressant, c'est vraiment cette question, comment on devient africain, panafricain? Comment des personnes nées en France, de parents peut-être d'origine africaine, mais qui n'ont jamais été en Afrique, se réapproprient cette identité africaine pour peut-être grandir justement dans le cadre de la République, je suis français, je suis français, je suis français, puis un jour constatent qu'en fait il leur manque quelque chose dans leur identité, et là deviennent africains, panafricains, afrodescendants, afropéens, etc. Donc je pense que le processus est beaucoup plus intéressant. Certains, c'est par des chocs, c'est par exemple la découverte du racisme. Ah ben je pensais que j'étais comme tout le monde. Ben non, en fait finalement j'ai une différence qui m'inscrit dans une histoire particulière. Donc je vais m'intéresser à cette histoire-là pour essayer de comprendre. D'autres, c'est par des événements d'actualité, l'esclavage en Libye, le Soudan, le Congo, etc. D'autres, c'est par, je sais pas, la Coupe du Monde, la musique, la gastronomie, etc. Donc il y a différentes manières de devenir africain, de devenir panafricain. Et il y a parfois des bonnes ou des mauvaises raisons de le devenir également. Donc c'est ça, je pense qu'il faut aujourd'hui prendre en compte. Il y a une typologie, une liberté de se définir, et le panafricanisme est au centre un peu de tout ça aujourd'hui. Alors, ta réflexion s'appuie sur un solide parcours universitaire. Tu es diplômé d'un master en sciences sociales à l'École des hautes études en sciences sociales. Qu'est-ce qu'on apprend à l'École des hautes études en sciences sociales? Alors, on apprend, c'est une école doctorale, c'est-à-dire de troisième. Enfin, il n'y a que des masters et des doctorats. Il n'y a pas de premier cycle. Et donc, on y apprend les sciences sociales. Donc, j'ai suivi des cours de sociologie, d'anthropologie, un peu également d'histoire et de philosophie. Centré, j'étais dans un master qui était tout nouveau à l'époque, un master de sciences sociales des religions. Donc j'ai étudié la religion sous différents angles, la philosophie de la religion, la sociologie de la religion, l'anthropologie des religions transnationales, les mouvements, la Tablighi Jamaat en Inde, d'autres mouvements au Vietnam, etc. Et je me suis spécialisé ensuite sur les religions afro-américaines et caribéennes. Donc la Santeria, le culte de Fa, la clé d'Ifa, le candomblé, etc. Et ensuite en travaillant plus spécifiquement sur le Rastafari et le lien en fait entre foi et guérison. Donc du coup j'ai fait une toute petite enquête sur notamment la communauté Rasta en Angleterre. C'était une partie de mon terrain sur comment notamment la foi, la spiritualité Rasta, le mode de vie Rasta, la laïvité comme ils disent, permettent de prolonger l'espérance de vie et de guérir de certaines maladies dans cette communauté afro-caribéenne. Donc pour moi, c'était vraiment ce lien entre foi et guérison qui m'intéressait. Et en parallèle, j'ai fait beaucoup d'autres travaux de recherche je fais des travaux sur les gitans, la manière dont ils travaillent justement la dimension mystique. Je fais des travaux sur beaucoup de communautés très diverses et variées. Et ce qu'on apprend vraiment à l'école des hautes études en sciences sociales, en tout cas ce que j'ai appris, c'est une certaine méthodologie de travail, une certaine organisation et une indépendance dans la recherche, puisque c'est une école qui est, je dirais, très autonome et très libre, y compris dans le choix des sujets que l'on pouvait suivre et faire. Tu as aussi effectué une thèse sur l'histoire de la civilisation africaine. Oui, alors ma thèse, je l'ai faite également à l'EHESS, c'est une thèse en histoire et civilisation de l'Afrique, avec le professeur Ikam Bokolo, un historien congolais, et ça a été consacré à une biographie intellectuelle et politique de Walter Rodney, comme je l'indiquais tout à l'heure, avec à la fois un parcours du personnage, une analyse de son œuvre, et une contextualisation également de sa vie dans le contexte des années 60-70. Donc c'est une thèse que j'ai fait en un peu plus de 3 ans, tout en travaillant à côté. Donc moi j'ai des petits boulots, enfin je travaille aussi à côté depuis que j'ai 18 ans en fait. Et j'ai pu ensuite aussi dans ce cadre-là faire un certain nombre de terrains de recherche en Jamaïque, en Tanzanie, en Guyana, aux États-Unis, à Trinidad et Tobago. Pour suivre un peu les traces de Walter Rodney, rencontrer différentes personnalités qu'il avait connues, rencontrées, fréquentées. Et donc en décembre 2010, j'ai soutenu ma thèse de doctorat
donc à l'école des hautes études en sciences sociales. Et quelques mois plus tard, je suis parti à l'université de Montréal faire mon post-doctorat en sciences politiques et en anthropologie. Puisque arrivé au Canada, ce que j'avais fait dans le cadre entre guillemets français, pour eux correspondait plus à un mélange de sciences politiques et d'anthropologie. Donc ça aussi c'est un point assez particulier. Le HUSS c'est une école interdisciplinaire qui valorise justement le fait de sortir des cases, des carcans, des étiquettes. Et c'est quelque chose qui est assez rare dans le système français francophone, qui a plutôt tendance à former des spécialistes d'un domaine, mais des gens incapables, je dirais, de faire des correspondances au niveau de leur domaine ou de leur expertise. Et j'ai vu aussi que tu as réalisé un diplôme d'études latino-américaines. Est-ce que tu trouves qu'il y a des similitudes entre les problématiques latino-américaines et africaines, et donc c'est pour cela que tu as réalisé ce diplôme ? Bien sûr, alors ce diplôme, je l'ai fait à une période où j'étais un peu en période de transition, j'avais un peu de temps et j'ai hésité entre l'Institut des hautes études d'Amérique latine et l'INALCO. Donc j'ai hésité effectivement entre l'Amérique latine et l'Asie pour compléter mes travaux, tout ce que j'avais déjà fait sur l'Afrique. Et l'IHEL s'est plutôt imposé parce qu'il m'était nécessaire de développer des travaux et des recherches sur Haïti et sur le Venezuela. Ce qui était possible dans ce cadre-là, également sur un certain nombre de théories produites par des penseurs latino-américains, comme la théorie de la dépendance, comme la décolonialité. Donc on était vraiment dans les années 2010, on n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui, du décolonial, à tout bout de champ, etc. Et aussi la théologie de la libération, donc tous ces enjeux qui ont été posés par les peuples latino-américains ont été aussi traversés par des influences très fortes des diasporas africaines, puisque l'Amérique latine, l'Amérique du Sud de manière générale, avec un pays comme le Brésil, mais aussi la Colombie ou le Venezuela, ou évidemment la Caraïbe, ont été très fortement impactés par le lien avec l'Afrique. Et une figure comme Hugo Chavez, président vénézuélien, rappelait toujours les liens très forts qui unissent l'Afrique et l'Amérique du Sud, le panafricanisme et le bolivarisme. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai fait une année de diplôme d'études latino-américaines à l'IHEAL, à la Sorbonne. Tu es aujourd'hui président de la Ligue panafricaine Umoja. Est-ce que tu peux nous présenter cette organisation ? Oui, alors la Ligue panafricaine Umoja, c'est une organisation que j'ai rejoint en 2013, donc j'en suis pas du tout membre fondateur. Je l'ai rejoint, elle a été créée par un petit groupe de camarades d'origine congolaise majoritairement en 2010, sous le titre de Ligue panafricaine du Congo Umoja. Donc au départ, c'était vraiment centré sur le Congo-Brazzaville, avec l'idée qu'il faut développer sur le continent africain des logiques, reprendre les logiques de mouvement de libération, et donc aider à libérer des pays, des peuples qui serviront ensuite de base pour la libération du reste du continent africain, des formes encore présentes de néocolonialisme, comme la question du franc CFA, des bases militaires, etc. Et en 2012, l'organisation a changé de forme. Elle s'est ouverte en fait beaucoup plus à tous les Africains, tous les Afro-descendants. C'est devenu la Ligue panafricaine Umoja, avec un principe fédéral qui est que dans chaque territoire, Afrique ou diaspora, il y a des sections qui sont créées. Et ces sections travaillent de manière autonome, soit pour conscientiser les populations, soit pour préparer des projets politiques, économiques, socioculturels, dans l'idée vraiment de préparer une dynamique de changement qui aille vers l'objectif final, qui est celui des États-Unis d'Afrique, c'est-à-dire la possibilité de voir des pays africains s'unir en fédération, pour réellement, je dirais, mettre les ressources qu'ils ont au service des populations. Donc c'est une organisation qui est indépendante, qui est autofinancée, qui, je dirais, mène un certain nombre d'activités aujourd'hui, et qui réunit des personnes que j'estime beaucoup. Voilà, je suis très content aujourd'hui d'en être le président en fait depuis 4 ans. Puis là, il y a une assemblée générale qui a renouvelé ma fonction pour les 4 prochaines années. On fait ce qu'on peut, on essaie de faire des choses intéressantes. Je pense qu'on en fait. On n'est peut-être pas ultra visible et très audible, mais je crois que le travail qu'on fait, c'est un travail de qualité, c'est un travail assez sérieux. Et dans la petite sphère panafricaine, je pense qu'on est quand même une organisation assez
assez crédible et assez solide sur un certain nombre de points. Et sur d'autres points, on a encore du travail à faire et c'est ce qu'on va s'efforcer de faire aujourd'hui. Alors, tu mènes de front plusieurs activités, donc recherche, écriture, engagement. Quelles sont les missions principales d'un historien? Comment tu arrives à comment dire, à avoir toutes ces casquettes, finalement, d'historien, d'écrivain, de militant? C'est quoi le but d'un historien? Est-ce qu'on est rémunéré pour être historien? C'est vraiment un métier d'être historien. C'est une profession, c'est-à-dire qu'il y a des techniques, il y a des méthodologies, il y a des comment dire, il y a des écoles, il y a des rencontres et des associations d'historiens, il y a des colloques, il y a des événements, il y a quand même effectivement une qualification d'historien qui est là sur le plan professionnel du terme. Après, le travail, en quoi il consiste? Il consiste en écrire des livres, donner des conférences, assurer des formations, accompagner des projets d'exposition. Donc là, par exemple, je travaille sur l'exposition en lien notamment avec le cinquantenaire de l'indépendance de l'Angola et des pays d'Afrique lusophone. C'est travailler sur des projets d'institutions internationales. Donc j'ai travaillé sur le projet d'histoire générale de l'Afrique. On a sorti les 3 derniers volumes récemment. Et je travaille aussi sur le projet de l'utilisation pédagogique, donc la question des manuels scolaires. C'est de l'accompagnement de projets, comme je le disais. C'est des étudiants ou des chercheurs ou des personnes de la société civile qui vous consultent pour tel domaine. C'est des personnalités politiques qui veulent également votre avis sur tel point. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Personnellement, je ne chôme pas. Je reçois des sollicitations tous les jours, sans exception. Il y a beaucoup de choses que je refuse, que j'ai pas forcément le temps de faire. Parce que, alors je passe sous le tapis les nombreuses invitations médiatiques. Ça aussi, j'ai arrêté parce qu'en fait, on perd beaucoup de temps à aller sur les plateaux, télé, machin truc, etc. Alors que le vrai boulot, il est pas là, quoi. L'historien, c'est pas un communicant, c'est pas un journaliste, c'est pas un influenceur, c'est quelqu'un qui fait un travail bien particulier. Et lorsqu'il est happé justement par la scène médiatique, je pense qu'il perd en crédibilité. Mais après, c'est parce qu'on veut avoir ton avis sur certains sujets. Oui, mais voilà, moi je prends par exemple, parce que l'un des premiers bouquins qui m'a vraiment fait connaître, c'était celui sur le Nigeria, parce qu'à l'époque, c'était Boko Haram. Et beaucoup de médias ne comprenaient pas le Nigeria, qu'est-ce qui se passe, etc., tout ça. Donc du coup, j'étais régulièrement invité, jusqu'à un jour où effectivement, on m'a invité par rapport à une information qu'une chaîne française avait. Et moi, je savais par mes propres sources que l'information que ce média-là avait était fausse. Et je leur ai dit, non, je ne vais pas venir commenter une information dont je sais qu'elle est fausse parce que j'ai une méthodologie d'historien qui n'est pas la méthodologie du journaliste. Et quand un journaliste dit des bêtises, dit n'importe quoi, etc., ça passe sous le tapis. Mais quand c'est un historien, on a une éthique, on a une rigueur qui est un peu différente de celui du journalisme, qui peut se permettre, entre guillemets, de faire de l'intox, de prêcher le faux pour avoir le vrai. Mais nous, on n'est pas dans ce cadre-là. Oui. Nous, on est vraiment sur une autre approche. Et depuis, je pense, cet épisode-là, je pense qu'ils ont compris que ce n'était pas la peine de m'inviter davantage parce que j'ai un discours de vérité, j'ai une position critique qui est celle de l'historien. Qui n'est pas forcément celle du journaliste, qui est plus à la recherche de l'information. Voilà, donc après, il y a des liens, il y a des journalistes avec lesquels je travaille aussi, qui me consultent, voilà, qui m'envoient leurs papiers parfois, de temps en temps, avant qu'ils soient publiés, tout ça. Voilà, donc le travail d'historien, il est là. Donc à partir de ce travail d'historien, donc il y a un travail de consultant qui en ressort. Et aussi un travail de militant, puisque j'évolue dans des cercles qui sont des cercles militants. Et dans les cercles militants, l'histoire est la discipline généralement la plus demandée, la plus importante. Très bien. On s'accorde une petite pause musicale avec Tikenja Fakoli, Plus rien ne m'étonne. Les Rubis Noirs, l'émission des cadres et entrepreneurs afro-descendantes. Un mercredi sur 2 à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Nous sommes de retour dans les Rubis Noirs, toujours en compagnie de Hamzat Boukari Yabara, historien militant, notre invité du jour. Alors, Hamzat, venons-en à ta production littéraire. Tu as rédigé plus d'une dizaine d'ouvrages. Combien de temps t'a-t-il fallu pour écrire une histoire de la France-Afrique, l'empire qui ne veut pas mourir ?
Alors, ce projet, il a mis à peu près 2 ans et demi, je dirais, 2 ans et demi de recherche, d'écriture, de coordination, parce que c'est un projet collectif. Voilà, donc il fallait déjà trouver l'éditeur, donc ça a pris un peu de temps pour trouver l'éditeur. Enfin, il y a un éditeur qui s'était proposé, mais on a dû en trouver un autre, donc ça a été finalement les éditions du Seuil qui ont assumé l'ouvrage. Ensuite, avec les 3 camarades qui l'ont coécrit et coordonné avec moi, on a dû construire une table des matières, donc une partie, donc une architecture du bouquin, et ensuite identifier des contributeurs qui viendraient compléter les parties que nous-mêmes nous écrivions dans le corps du livre. Donc c'est un livre en fait avec une introduction générale et 6 introductions de parties. Et donc l'introduction générale et les 6 introductions de parties ont été rédigées par les 4 coordinateurs. Et tous les 4, nous avons aussi rédigé des articles et des chapitres à l'intérieur du bouquin. Et nous avons aussi ensuite convié une quinzaine d'autres auteurs à aussi écrire des textes plus précis sur certains points dont ils étaient spécialistes. Donc il y a également des cartes et chronologies dans le livre. Donc à peu près 2 ans et demi entre 2019 et 2021, quoi, à peu près. Donc lui, il est aux éditions Point, mais tu as aussi rédigé L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique, guerre, pillage, racisme, coup d'État, corruption et assassinat aux éditions Seuil 2024. Et là, tu étais tout seul ? Alors, en fait, c'est les deux livres sont quasiment les mêmes. Il y a juste un changement entre les deux. C'est un épilogue qu'on a rajouté. D'accord. Il y a un chapitre également qu'on a changé. Mais sinon, c'est la même, la même mouture. Voilà, le même contenu. C'est juste l'éditeur ensuite qui a changé le format. Voilà, donc c'est principalement ça la différence, quoi. Il y a un épilogue qui a été rajouté, il y a un chapitre, celui sur Bolloré, Vincent Bolloré, qui a été modifié. Ok. Voilà. Comment tu trouves l'inspiration pour traiter des thèmes aussi complexes ? Est-ce que tu arrives à mettre de la distance ? Est-ce que tu n'es pas énervé parfois ? Ou je ne sais pas, quand tu écris tes ouvrages, quelles émotions tu ressens ? Et aussi quel public tu as en tête quand tu rédiges tes ouvrages ? Cet ouvrage sur la France-Afrique, on l'a fait pour les jeunes qui sont nés en l'an 2000, qui avaient 20 ans en 2020, puisque ça correspondait à peu près à la période de sortie du bouquin. Et qui veulent s'engager dans le militantisme, dans les associations, dans les trucs de solidarité avec l'Afrique, etc. Voilà, il y a beaucoup de Français, de jeunes Français qui veulent avoir le cœur grand ouvert, aider l'Afrique, machin truc, etc. Donc voilà, puis même aussi des Africains. Donc on s'est dit que ce serait bien de faire un nouveau bouquin de référence sur la France-Afrique. Qui permettrait aux uns et aux autres de mieux comprendre ce système-là, de remonter un peu en amont des origines et de l'actualiser avec les mandats de Sarkozy, de Hollande et de Macron. Voilà, donc ça c'est un premier élément. Après, qu'est-ce qu'il y a comme émotion ? Il n'y a pas vraiment d'émotion en tant que telle, c'est-à-dire qu'on essaye de rendre la lecture du livre la plus agréable possible pour ceux qui vont, comme on dit, se le taper, parce que voilà, il faut penser au lecteur, donc il faut que l'écriture soit suffisamment fluide et agréable et claire. Il faut essayer de faire des chapitres qui soient relativement courts, parce que généralement, quand quelqu'un arrête de lire un livre, il arrête de lire au milieu de chapitre. Donc quand on crée des chapitres que un petit lecteur ou un lecteur de faible capacité arrive à avaler, ça lui permet plus facilement de finir un livre. Donc il faut développer des stratégies d'écriture, des stratégies éditoriales. Il faut réfléchir à la question des notes de bas de page, de qu'est-ce qu'on source, de comment on le source, de comment on cite ou pas, pour protéger parfois des sources. Voilà, donc c'est tout cet aspect-là, et puis trouver un canevas. Donc généralement les formats sont indexés en termes de signes, de caractères, etc. Donc du coup sélectionner les informations qu'on va garder et voir également comment maintenir en fait un récit qui soit suffisamment linéaire et problématisé, sans que le lecteur ne s'y perde et puisse s'y retrouver. D'où le fait que dans ces livres-là, soit celui sur la France-Afrique ou le panafricanisme, il y a des renvois réguliers à l'intérieur du livre qui renvoient à d'autres parties du livre, ce qui fait que les livres en question ne sont pas obligatoirement lus du début à la fin. On peut le débuter au milieu,
D'accord. et trouver des éléments qui permettent de comprendre un peu où est-ce qu'on en est là où on débute le livre, quoi. Alors Hamzat, on arrive au terme de ce magnifique épisode. J'aimerais que tu puisses te prononcer sur... j'aimerais avoir ton avis sur quelques réflexions sur l'avenir du continent africain et aussi sur ton parcours militant. Est-ce que tu es optimiste ou pessimiste quant à l'avenir du continent africain ? L'avenir du continent africain, c'est l'avenir du monde. C'est-à-dire qu'on a la plus importante jeunesse de l'humanité. Nous sommes la plus importante jeunesse de l'humanité en tant que personne africaine et d'origine africaine, diasporique, afrodescendante, quel que soit le terme qu'on utilise. Donc c'est nous qui serons les cerveaux les plus nombreux, les intelligences les plus nombreuses, les créativités les plus nombreuses. Donc l'avenir nous est offert sur un plateau. Le problème, c'est que ce plateau, il faut, faire en sorte qu'il soit débarrassé d'un certain nombre de prédateurs, d'un certain nombre de corrupteurs et de corrompus. Et donc il faut faire en sorte que cette jeunesse puisse se doter des moyens de ses ambitions et donc travailler vraiment à refonder, reconstruire un certain nombre de faits sociaux, un certain nombre de systèmes et de logiciels ou d'organigrammes qui ne sont pas du tout ou plus du tout adaptés aux besoins, aux aspirations de la jeunesse d'aujourd'hui. Donc je suis plutôt très optimiste dans le sens où il y a énormément de travail. Je pense qu'il y a vraiment du travail pour tout un siècle. Et voilà, donc on ne va pas chômer. La difficulté, c'est qu'il y a du travail pour tout un siècle, on ne va pas chômer, mais on est encore dans des logiques, effectivement, peut-être d'aller chercher à construire le bien-être d'autres, plutôt que de nous sortir nous-mêmes des logiques de survie dans lesquelles nous sommes encore beaucoup trop souvent, et de développer des modèles d'émancipation par le haut. Y a-t-il des thèmes qui te tiennent à cœur mais que tu n'as pas encore explorés ? Les thèmes qui me tiennent à cœur, oui. Alors l'activité des femmes dans le panafricanisme. Alors j'en parle un peu, j'ai quelques travaux dessus ici ou là, mais c'est quelque chose que j'aimerais davantage développer parce que c'est une lecture totalement différente qui en ressort quand on lit justement comment les femmes se sont organisées. La question également, je pense, de l'économie politique de manière un peu plus précise. Voilà, il y a souvent des débats, c'est quoi le modèle économique du panafricanisme ? Est-ce que la zone de libre-échange continentale africaine, c'est du panafricanisme ? Est-ce que le NEPAD, qui est le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, c'est aussi... Voilà, donc cette question de l'économie politique aussi m'interroge, en lien aussi avec tout ce qui renvoie au marxisme, etc., tout ça. Et puis aussi, je pense, la question des industries culturelles et créatives, qui est aujourd'hui un peu le volet par lequel il y a tout un processus, on va dire, de recolonisation qui se fait, ou de captation des radicalités noires qui se fait par les grandes industries mainstream ou les pouvoirs hégémoniques ou les pouvoirs d'État. Comme on le voit notamment en France ou aux États-Unis, par exemple, quoi. Et enfin, comment s'engager activement dans la vie quotidienne ? Comment faire en sorte que ces idées concordent avec la vie quotidienne ? C'est-à-dire que, est-ce que l'on peut vouloir s'enrichir et s'inscrire dans une lutte panafricaine, tiers-mondiste, anticapitaliste ? Parce que lors d'une conférence, tu as dit que l'impérialisme est un système qui lie la question du racisme, du capitalisme et de l'esclavage. Est-ce que l'on peut... Parce qu'en fait, je discutais de cela avec une copine. On se demandait si on pouvait vouloir s'enrichir, s'embourgeoiser et en même temps s'inscrire dans une lutte panafricaine, tiers-mondiste. Est-ce que c'est pas contradictoire finalement ? En fait, il y a des questions qui renvoient à l'éthique et à l'éducation. L'éducation qu'on nous a transmise ou qu'on s'est constitué, qu'on s'est construit soi-même. Alors moi, j'ai eu un parcours qui n'a pas été fondamentalement linéaire. J'ai fait un bac littéraire, j'ai fait une classe prépa Cagne-Hippocagne.
Puis après, j'ai eu 3-4 ans où, comme je disais, j'ai commencé vraiment à beaucoup travailler à côté, où j'avais un peu mis en stand-by mes études. Et pendant cette période-là, en fait, en travaillant à côté, en faisant des petits boulots, j'étais pion dans un collège César Franck dans le 2e. J'étais vacataire à la BNF, à la bibliothèque François Mitterrand. Et ça m'a permis en fait de gagner de l'argent. Et avec l'argent que je gagnais, j'ai pu aussi m'acheter ma propre culture générale. Donc je pense que l'un des enjeux, c'est comment on crée un équilibre entre les différentes formes de richesse. La richesse économique, la richesse culturelle, la richesse sociale, puisque c'est aussi une période qui m'a amené à ouvrir mon horizon, à rencontrer beaucoup d'autres personnes dans le cadre de mes petits boulots, de mes différentes activités. Donc voilà, c'est cet équilibre-là, richesse sociale, richesse économique, richesse culturelle, qui est aussi conditionné par le capital social, relationnel, humain, culturel ou pas, que nos parents nous ont transmis ou pas, que notre environnement également produit ou pas. Mais ce qui me semble le plus important ici, c'est d'avoir des logiques de redistribution. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais garder pour soi ce que l'on a gagné sur les autres. Il faut toujours avoir une dimension de partage, une dimension d'équité. Voilà, et aussi de bien-être. Maintenant, évidemment, le panafricanisme, c'est pas un vœu de pauvreté, c'est pas un vœu de difficulté, mais c'est l'idée qu'il faut axer nos modèles de société sur des systèmes qui permettent de vivre au mieux les situations de pauvreté. Voilà, c'est quelque chose qui est très important. C'est un des éléments des débats, notamment dans le projet de l'Ujamaa de Julius Nyerere. C'est l'idée que on peut rêver effectivement du libéralisme, du capitalisme, etc. Mais il faut savoir qu'en rêver, c'est intrinsèquement aussi accroître les inégalités, aggraver le nombre de gens qui vivront dans la pauvreté, dans la paupérisation, sacrifier la santé, l'éducation, la culture, alors qu'en réalité, dans un système où sans réussite, sans certitude d'atteindre justement la richesse, alors que dans un système, je dirais, différent, il faut faire en sorte que les éléments de santé, d'alimentation, de culture, d'éducation, c'est-à-dire que les besoins de base soient réellement garantis. Voilà, c'est pareil sur la question de l'éducation. On est dans des sociétés africaines où la très grande majorité des jeunes qui naissent, on a 19 ans de moyenne d'âge sur le continent, n'iront pas jusqu'à l'université. Et donc, il est très important que dans l'éducation de base, dans l'éducation primaire, on dote les enfants du maximum dont ils auront besoin pour s'en sortir. Parce qu'on est certain que tout le monde passera par les premières classes d'âge au niveau de l'école, mais que très rapidement, les choses vont s'écrémer. Et donc, il est important vraiment qu'on mette l'accent pour que, dès le départ, l'éducation de l'enfant soit vraiment prise au sérieux. Donc, pour moi, ça rentre, je dirais, dans ce moment où le modèle de réussite doit être interrogé, doit être débattu. Voilà, donc tout n'est pas lié ou limité à la question du panafricanisme, de l'anti-impérialisme, du capitalisme, etc. C'est quelque chose qui est beaucoup plus large. Mais pour moi, je pense que ça renvoie vraiment à des questions d'éthique. Voilà, quelle est l'éthique que l'on veut se donner? Il y a des personnes qui ont clairement fait du panafricanisme leur business, qui vivent de ça, qui sont payés pour ça, tout ça. Je trouve ça très problématique parce que ça introduit une notion de corruption dans cette histoire du panafricanisme. Maintenant, la générosité, elle renvoie aussi, je dirais, à des formes de responsabilité et d'éthique. Et c'est ce en quoi, personnellement, je crois. Alors, je n'attaque pas ceux qui ont des approches différentes, etc. Après, chacun, je dirais, gère avec sa propre conscience. Et c'est ça, je pense, qui nous met en accord avec nous-mêmes, quoi, tout simplement. Merci à toi, Hamzat. C'est ainsi que se termine cet épisode des Rubis Noirs sur Radio Campus Paris. Un grand merci à mon invité pour cet échange riche et inspirant. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram @lesrubisnoirs ainsi que sur TikTok @lesrubisnoirs. À très vite.